Merci Emmanuel Dumeau de nous rejoindre. Voilà, vous connaissez bien, c'est une tête connue en Vendée, avocat au barreau de la Roche, ancien bâtonnier. Voilà, je cite tout le monde du Conseil de l'Ordre, associé chez Quartz Avocats, et puis qui a parmi ses spécialités, une spécialité numérique. Donc la question qu'on lui a posée, c'est de savoir quelles règles juridiques s'imposent quand on utilise les réseaux sociaux, parce que en ce moment ce débat, la loi contre les contenus haineux sur Internet, dite loi Avia, ça pose beaucoup de questions sur ce qu'on peut ou pas dire sur les réseaux sociaux, comment dire, à quoi ça nous engage finalement tout ça. Donc dans notre petite présentation sur cette soirée, on a dit finalement au début les réseaux sociaux c'était des espaces de liberté. Voilà, l'impression peut-être qu'on pouvait discuter librement, donner son avis, son opinion. Peut-être qu'au début c'était un peu gentillé, aujourd'hui ça tourne à la foire d'empoigne, et puis on voit beaucoup de jurisprudence. Je me demande même comment font les tribunaux pour suivre, peut-être c'est une raison de l'engorgement. Et on voit qu'il y a aujourd'hui des réelles difficultés, et peut-être que cette soirée va vous aider à bien comprendre quelles sont les bornes, les limites à l'utilisation des réseaux sociaux et comment bien les utiliser. Et comme ça, quand vous tweeterez ou facebookerez la prochaine fois, vous vous direz « Ok, je sais jusqu'où je peux aller et jusqu'où je dois m'arrêter. » Ou je dois m'arrêter, enfin j'espère. Ouais. Voilà Emmanuel, merci beaucoup. Je te passe la parole et peut-être de temps en temps je t'interromps pour... On va essayer de faire un... Voilà. Bon. D'abord, merci de venir m'écouter ou me suivre, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je vais essayer d'avoir une parole libre, donc je vais user de ma liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est finalement une notion qui est relativement récente, parce qu'on a un peu l'impression comme ça, justement par le développement des réseaux sociaux, que ça a toujours existé. En réalité, pas du tout. C'est une notion qui est vraiment issue de la Révolution française, c'est les Lumières. Si on peut faire un peu de philosophie, c'est Emmanuel Kant qui premier a théorisé la question de la liberté d'expression en 1784. La liberté d'expression, c'est le pouvoir de communiquer finalement sa production intellectuelle. Et c'était pas si évident que ça, et en particulier sous l'Ancien Régime, on sait les artifices qu'il fallait parfois avoir pour pouvoir, Molière, pour pouvoir avoir une parole qui ne subisse pas la censure du roi. Bon. Et donc, liberté d'expression, issue de la Révolution, c'est vraiment un acquis de la Révolution française, et qui est aujourd'hui garantie. Alors elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, c'est l'article 11, je vous en donne lecture d'un bout. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Il fallait qu'on l'affirme, et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens l'a affirmé. Convention européenne des droits de l'homme, qui reprend, article 10, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma, donc là on est un peu plus loin, on est après la guerre, ou de télévision à un régime d'autorisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la France, l'Union européenne. Article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc la liberté d'expression, c'est une liberté qui est garantie par un certain nombre de textes internationaux et qui en France est garantie par la Constitution. Pour autant, c'est un droit qui, dès le départ, a fait l'objet de tempérament, parce que y a un certain nombre de sujets qui peuvent interpeller. Si on reprend, on va redescendre, si on reprend la Déclaration des droits de l'homme, il y a une deuxième partie à l'article 11 qui dit « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Si on prend la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un point 2 à l'article 10,
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions, sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, à la protection de la santé et de la morale, à la protection de la réputation et des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait exactement la même chose. Non, il faut que j'aille dans l'autre sens, voilà, on le déclare. Et c'est ça, sauf à répondre de la liberté. Il y a un grand texte qui a organisé un peu tout ça, on en entend souvent parler, c'est la loi sur la presse de juillet 1880, pas 1980, 1880, que tous les gens de médias connaissent. C'est là-dedans qu'on va trouver toutes les notions d'injure, diffamation, tout ce qu'on appelle les délits de presse. C'est tous les régimes d'autorisation pour les éditeurs de presse, les journalistes, c'est là-dedans, dans ce grand texte qu'on trouve les atteintes à la sûreté de l'État, et ainsi de suite. Donc en fait, on a déjà depuis très longtemps, alors qui a subi des évolutions, mais depuis 1881, un texte qui régit en réalité l'abus de l'expression et qui est utilisé régulièrement, y compris, parce que on l'appelle les délits de presse, mais en réalité il est applicable à toute communication dite publique, et c'est pour ça qu'on peut faire le lien avec les réseaux sociaux. Si je fais une lettre ouverte dans laquelle je diffame mon ami François Routiot ou mon ami Hervé Pillot, à partir du moment où elle est publique et que je porte atteinte à son honneur en imputant à Hervé ou à François un fait inexact, mensonger, je commets une diffamation. Si cette lettre n'est adressée qu'à François, c'est une injure parce qu'elle n'est pas publique. D'accord ? Il y a une différence entre l'injure et la diffamation. Et ça s'applique, c'est la loi sur la presse, mais ça, potentiellement... Ça s'applique aux réseaux sociaux. Très clairement, aujourd'hui, quand on veut poursuivre quelqu'un qui vous diffame ou qui vous injurie par un post Facebook, Twitter ou n'importe quoi, on fait référence. On va poursuivre sur le terrain de la diffamation ou sur le terrain de l'injure. Mais on ne fait pas référence à la loi sur la presse. Si, bien sûr que si. Quand même. On va aller citer les articles 27, les articles 29. On est tous un petit peu journalistes finalement. Exactement. C'est la loi sur la presse qui va s'appliquer à ces délits avec des chambres spécialisées, notamment la 7e chambre correctionnelle de Paris, du tribunal de grande qu'on voit régulièrement émerger. Et donc c'est la loi sur la presse que l'on va appliquer sur ces délits-là. De même que sur les... Vous avez bien compris, la question en fait c'est pas un article de presse, c'est un support de communication publique. C'est ça le sujet. Les réseaux sociaux, c'est un support de communication publique. Et donc on va aller appliquer ces textes-là. Avec l'évolution de nos sociétés, le législateur est venu préciser un certain nombre d'infractions et encadrer de manière un peu plus précise la liberté d'expression, en créant tout un tas de restrictions à la liberté d'expression qui sont relatifs à des délits particuliers ou à des discriminations particulières. On pense par exemple à la négation de crimes contre l'humanité, le négationnisme, qui a été évidemment monté en référence aux épisodes de la Seconde Guerre, mais qui s'applique à l'ensemble des crimes contre l'humanité. De manière plus récente, on pense aux propos sur l'homophobie.
la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, de l'orientation politique. On est venu encadrer avec les lois Guesso et toutes les dispositions particulières. Et on est venu non seulement incriminer ces propos, je n'ai pas le droit d'avoir des propos racistes publiquement, évidemment, on est venu incriminer toutes les provocations. Provocation à la haine raciale, provocation à l'homophobie, provocation au crime. D'accord ? Donc je ne peux pas faire un appel au meurtre publiquement. Je ne peux pas dire tenez, il y a un quart de CRS qui va sortir de la place Napoléon à tel jour, telle heure. J'envoie un message Facebook, tombez-lui dessus et faites-lui sa fête. Évidemment, je tombe sous le coup de la loi. C'est une provocation publique à l'égard. Je passe sur la question des offenses, qui est une notion un peu intermédiaire entre l'injure et la diffamation. Ça serait avec un bon duel, ça. Voilà, exactement. Il fut un temps, on relevait le gant et on choisissait dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, le choix des armes. Une incrimination intéressante qui revient sur un projet de loi dont on a entendu parler. Alors, nos gouvernements sont très très forts pour inventer des textes qui existent déjà. Vous avez entendu parler de la proposition de loi sur les fake news. Notre président veut absolument lutter contre les fake news. Sauf que cette incrimination, elle existe déjà dans la loi de 1881, puisque la propagation de fausses nouvelles qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État. Alors, c'est vrai que, je dois dire pour être tout à fait honnête, que le projet il vise à étendre un petit peu cette notion d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est un délit, c'est interdit. C'est une législation qui a été faite notamment pour éviter de porter atteinte au moral des troupes. Donc, les organes de presse étaient contrôlés par ce biais-là pour ne pas aller propager de fausses nouvelles sur l'état de nos troupes, par exemple, qui auraient manqué de morale pour aller combattre, notamment après la guerre de 1870. Bon. Et évidemment, il y a tout un tas de sujets qui sont interdits ou contrôlés, et qui doivent faire l'objet de déclarations préalables. Alors, je pense évidemment à la protection des mineurs. Alors, non pas qu'on n'ait pas le droit d'avoir un texte pornographique, d'éditer un livre érotique, ou d'éditer un texte, de publier un texte sur Facebook, alors, sauf règle interne à Facebook, érotique ou pornographique, mais en revanche, l'État s'arroge le droit de le contrôler pour éviter sa diffusion au public le plus jeune qui a besoin d'être protégé. L'idée, c'est toujours de protéger le plus petit. Tout un tas de limitations viennent aussi, ce qu'on a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, toutes les atteintes à la sûreté de l'État. Il est hors de question pour un journaliste, et par extension pour tout à chacun sur un réseau social, d'aller diffuser les horaires de sortie de nos sous-marins de la base militaire de Lignong. Liban, vous auriez quelques petits soucis. C'est pas inintéressant d'ailleurs parce que, je fais une incise, mais objet connecté, le ministère de la Défense vient de mettre, pas vient, mais il y a quelques mois déjà, a envoyé à l'ensemble des forces armées françaises une alerte sur l'utilisation des montres connectées. Parce que à travers le monde, on s'est aperçu qu'on pouvait repérer
des bases, notamment militaires américaines, qui n'étaient pas déclarées grâce au relevé des objets connectés, où on voyait des segments en plein milieu de désert secret, puisque que ce soit sur Garmin ou voilà. Et tiens, on pouvait détecter que à force de tourner toujours et d'avoir le même parcours, il se pourrait bien qu'il y ait une base militaire ici, parce que qui peut tourner autour dans un enclos à un endroit en plein milieu du désert, si ce n'est des militaires américains. Voilà. Donc quelqu'un qui publierait par exemple alors dans une intention évidemment malveillante, pourrait chez nous avoir quelques soucis. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des incriminations particulières qui carrément font l'objet d'une interdiction, et donc qui exposent tout à chacun, pas seulement les journalistes, encore une fois, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est tout utilisateur de réseaux social. C'est évidemment la contestation de crimes contre l'humanité, les injures à caractère racial, homophobe, l'apologie du terrorisme, on en parle beaucoup, et la provocation à la haine, à la violence, à la discrimination. Le harcèlement. La question du harcèlement, évidemment, notamment on peut penser à la question du harcèlement scolaire. Évidemment, ça fait partie des... dès lors qu'en fait on a une infraction pénale, le fait d'inciter ou de provoquer par un réseau social est passible de sanctions. Quand on dit différentes dispositions législatives, ça veut dire que ça se réfère à différents textes qui, au fur et à mesure du temps, sont venus enrichir les interdits. Exactement. Préciser les interdits. Qu'on trouve soit dans le code pénal, sur la question spécifiquement du harcèlement scolaire par exemple, soit dans la loi sur la presse, soit dans des lois spécifiques qui ne sont pas nécessairement codifiées. Avant d'aborder la question du je suis victime, qu'est-ce que je fais, évoquons la question du j'écris, comment je me positionne. J'avais un vieux bâtonnier qui me disait avant d'écrire quoi que ce soit dans nos fonctions d'avocat, prends une grande inspiration, renouvelle-la 3-4 fois, et une fois que tu as bien respiré, écris. Puis une fois que tu as écrit, relis. C'est l'autre moyen de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. La version moderne, c'est tourner cette fois le pouce avant de tweeter. Alors moi je crois que il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement se méfier, alors c'est paradoxal par rapport à un réseau par définition qui est dans l'instantanéité, l'immédiateté, mais se méfier de l'instantanéité. Par expérience, vous n'écrivez jamais la même chose à chaud qu'à froid. Ça c'est évident. Donc toujours, avant de faire j'envoie, ne serait-ce que par souci de l'orthographe, allez, je relis, histoire de vérifier que je n'ai pas laissé de faute. Et puis en lisant, on va se dire, tiens, bon. D'ailleurs, j'ai remarqué que les tweets qui sont gardés en brouillon, on les envoie rarement. C'est vrai. C'est curieux, mais on les empile petit à petit et ils partent pas. C'est vrai. La deuxième question, moi, que je me pose, c'est toujours, est-ce que ce que je suis en train d'écrire, je serai capable de le dire à mon interlocuteur les yeux dans les yeux? Si je réponds non à cette question, j'en vois pas. Clairement. Et je me pose même pas la question de l'infraction ou pas de l'infraction. Est-ce que je suis capable, les yeux dans les yeux, d'exprimer ce que je vais écrire? C'est toute la question de la barrière de l'anonymat. On va en parler tout à l'heure, qui est en réalité assez virtuelle. C'est la question que j'allais poser, donc c'est bien. Mais c'est ça la question. Est-ce que... Mais c'est la même chose quand j'envoie un mail. Quand j'envoie un courrier, alors avant, le fait
scriptaré, le fait d'écrire, d'avoir la plume, le geste, c'est un phénomène lent. Le fait de taper sur un clavier, ça va beaucoup plus vite, et donc effectivement, on a... Mais c'est exactement la même chose. Est-ce que, en face, comment il va le recevoir? C'est de poser cette question-là, et est-ce que je serai capable de le faire? Et peut-être, est-ce que ce que je suis en train d'écrire répond à des cas de figure que tu as évoqué tout à l'heure, à l'une des restrictions où s'en approche, parce que certaines fois, ça peut être sur le fil. Exactement. Donc, il faut se méfier, par définition, de tout excès. Je pense à la diffamation, à Alors, l'injure... Exactement. Le problème des réseaux sociaux, c'est que souvent, on est en mode réaction. Et on va revenir à la question des fake news. On est en mode réaction. Ça veut dire que l'information qu'on reçoit, on va soit rebondir dessus, soit la relayer. Et donc une des questions qu'il faut nécessairement se poser, c'est la question de la source. Est-ce que ce que je reçois, c'est authentifié, c'est juste la pensée de quelqu'un sans fondement? Est-ce que j'ai pris le temps d'y réfléchir? Et notamment lorsque je vais relayer des informations sur quelqu'un. On sait sur les réseaux sociaux on va se placer, on va refaire un peu d'histoire, on va se placer juste avant François Bayrou mis en examen. Ok. Il y a des warnings qui doivent s'allumer. Mais en examen, c'est un fait. Attention, il est présumé innocent. Donc, je peux faire état de sa mise en examen, je ne peux jamais utiliser une tournure de phrase qui laisserait à penser qu'il est effectivement coupable. Parce que sinon, je commets le délit d'atteinte à la présomption d'innocence. D'accord? Donc, c'est valable pour le simple fait de retweeter, par exemple. C'est-à-dire, je vois une personne qui dit, qui fait un tweet en disant ah là là. Ça, c'est la conscience citoyenne. Si je le retweete, évidemment. Ou je le partage sur Facebook. Ou si je le partage. Est-ce que je suis aussi coupable que la personne qui est à l'origine? Eh oui, je suis complice. Parce que je suis l'outil qui va permettre. Alors, et plus j'ai d'abonnés, évidemment, ça s'amplifie. Je suis l'outil qui va permettre la propagation. Et donc, effectivement, celui qui est diffamé, ou celui dont l'innocence est atteinte, enfin la présomption d'innocence, on y porte atteinte, va pouvoir envisager une action judiciaire à l'encontre de tous ceux qui ont colporté les choses. Donc, ce réflexe-là, matière journalistique, on connaît bien les choses. On utilise des formules, notamment le conditionnel. C'est très hypocrite. Mais un juge, il y est super attentif. La manière dont on va formuler la chose est essentielle dans la qualification de l'infraction. Donc, pour y revenir, je vais me méfier de l'immédiateté en cherchant à réfléchir aux propos que je vais reporter, donc je vais sourcer, ça c'est la question de la fausse nouvelle. Il y en a un peu marre des gens qui, effectivement, communiquent des trucs sans même se poser la question, alors que la photographie à l'appui publiée, on a vu ça, notamment avec la question des gilets jaunes, des scènes de... Bon, avec des photographies qui ne sont même pas françaises, qui mettent des forces de l'ordre qui ne portent pas l'uniforme français. Enfin, je veux dire, on regarde quoi, ce qu'on va publier, puis on fait attention quoi. Est-ce que l'information qui m'est donnée là, je suis capable de la retrouver rapidement en utilisant Quant et pas Google, encore que. Mais il faut être un peu français. Est-ce que je la retrouve Qui est le plus honnête des deux, je sais pas. Est-ce que je la retrouve Attention, Hervé. Je sais pas, j'ai mis du conditionnel. T'avais du conditionnel. Est-ce que je la retrouve citée dans des sources journalistiques un peu, un peu établies. Alors, je dis pas forcément Le Monde, mais voilà. Ça peut être des bons réflexes à avoir. Ok ? Donc, avoir une espèce de recul comme ça. Et puis enfin, mais alors ça, j'allais dire, c'est de la culture
et de l'éthique propre à chacun. Est-ce que j'assume bien ce que je suis en train de poser comme idée, quoi. C'est-à-dire que est-ce que c'est bien ma pensée? Voilà. Quelqu'un qui est à l'aise dans ses baskets et qui a des convictions, j'ai aucun problème, voilà, il veut y aller. Parfois, tant qu'on reste bien évidemment, non, évidemment, parfois on va avoir un retard à l'allumage. Voilà. Donc, je prends le temps de la respiration, je prends le temps de la relecture, je prends le temps de m'informer d'où ça vient, et puis surtout, quand je dis je prends le temps de me poser la question de comment l'autre va le recevoir, si je l'avais en face, ça me permet d'éviter en fait toute la question de la provocation, toute la question de la discrimination, toute la question des propos injuriants, diffamants, etc. Parce que, je dis à quelqu'un, t'es un sale homosexuel, gay, pédé, toutes les tarlouses, tous les mots qu'on peut utiliser, est-ce que je suis capable de le dire en face? C'est facile, hein, derrière mon écran. La réponse est tout être normalement constitué, il n'est pas capable de le dire en face. Parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, parce qu'on n'est pas dans le respect de l'autre. Et donc, normalement, on ne l'écrit pas. Ok? Petite incise. Toujours respecter l'opinion de l'autre. Je vous ai dit que le droit à la liberté d'expression, c'est un droit qui est protégé constitutionnellement. Il y a deux autres droits qui sont protégés constitutionnellement, et par les mêmes textes. La liberté d'opinion, la liberté religieuse. Donc, on peut critiquer, et il faut critiquer. Emmanuel Kant disait à propos des Lumières, c'est pour les gens l'issue de leur irresponsabilité. C'est-à-dire on peut devenir un être capable de discernement, capable d'action, un citoyen à part entière, si on est y compris capable de critiquer les propres lois de notre pays. C'est évident, il faut avoir cet esprit critique, hein, c'est le propre des Lumières. Tout en respectant l'opinion contraire de l'autre, ou sa religion, ou son orientation sexuelle, et ainsi de suite. Donc là aussi, on a la question. Alors maintenant, si on passe côté victime, qu'est-ce que je peux faire si on dit des choses pas bien sur moi? Bon. Or, il y a un premier mécanisme qui est un peu complexe à mettre en œuvre, et qui est typiquement issu du droit de la presse, qui est le droit de réponse. J'ai un journaliste qui écrit un papier qui est pas de la diffamation, pas de l'injure, etc., hein, mais dont je considère qu'il est inexact, ou dont je considère qu'il est nécessaire de l'éclairer par mon point de vue, par ma position, je peux exiger de l'organe de presse un droit de réponse dans des conditions un peu particulières. Je ne m'étends pas là-dessus parce que ça ne s'applique pas véritablement à la question des réseaux sociaux. Ce qui est curieux, c'est que ce droit de réponse, pour le voir de temps en temps, on voit que la presse fait également sa réponse dans la réponse. Ah oui, c'est normal. C'est une tendance au droit de réponse, mais juste en dessous, la presse répond au droit de réponse et se fait un malin plaisir éventuellement de compléter ou amplifier encore ce droit de réponse. Donc c'est pas toujours la bonne solution. Et c'est parfois effectivement la question de l'arroseur arrosé. On sait qu'en matière politique, le droit de réponse est à utiliser avec. Ça ne clôture pas le sujet pour autant, le droit de réponse. Non, exactement. Ça a même parfois tendance à le réactualiser. On a des outils importants qui viennent d'être. Enfin, qui viennent, non. On arrête de dire, c'est comme les nouvelles technologies. C'est pas si nouveau que ça. C'est pas si nouveau. Parce que c'est des droits qui existent depuis 1978, qui ont été réaffirmés par une directive européenne de 1995 et qui viennent d'être réaffirmés par un règlement européen de 2016. Je veux parler du RGPD, de la protection des données personnelles. Parce que souvent, en fait,
le propos qui va être tenu contre vous, il vise des données personnelles. En tout cas, il est le support de données personnelles. Je pense notamment à la question des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et donc, il y a de bons outils. Puisque vous savez qu'en matière, ou vous ne savez pas, mais en matière de données personnelles, vous pouvez demander à l'hébergeur, l'éditeur, de rectifier, d'effacer. Donc, ça peut être un bon outil. Il y a des choses inexactes qui sont dites sur vous. Vous pouvez l'établir, vous demandez d'abord votre droit d'accès, vous exercez votre droit d'accès auprès de la plateforme, et puis... Et ça, on trouve toujours un petit bouton pour une interface. On doit le trouver, est-ce que c'est une obligation ? Vous devez le trouver, c'est une obligation légale. Si vous ne le trouvez pas, vous avez nécessairement, parce que là c'est une obligation légale, les coordonnées physiques de l'éditeur, du responsable, du directeur de la publication, on dit, de la plateforme. Donc vous lui envoyez un mail ou une lettre recommandée en justifiant de votre identité et il doit vous donner le droit d'accès. S'il ne vous donne pas le droit d'accès, direction la CNIL. La CNIL imposera le droit d'accès. Alors, on va en parler sur un des sujets qui est le droit à l'oubli. Un trait de comète du droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est une notion qui est une notion de droit pénal en réalité, et qui est que lorsque quelqu'un est condamné et qu'il a purgé sa peine, il est quitte vis-à-vis de la société. Et donc, il a un droit à ce qu'on ne vienne pas lui rappeler sans cesse sa condamnation passée. Ce principe-là, il connaît les tempéraments, je vais y revenir. Et on s'est dit, mais finalement, pourquoi pas l'étendre à la question des réseaux sociaux, parce que la difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'avant, ceux qui avaient leur collection de Ouest France depuis 1945, qui sont pour beaucoup, et puis qui allaient aux archives collectées pour aller... Aujourd'hui, une requête, 1 millième de seconde, et on a googlisé ou quantisé ou Hervé Pillot, et on a toutes ces traces numériques. Donc on s'est dit, on peut avoir commis des erreurs parce qu'on a publié des choses quand on était gamin sur les réseaux sociaux, et puis qu'on n'a plus envie de voir, et donc on s'est dit, tiens, il pourrait peut-être y avoir effectivement une extension, et donc on a créé, d'abord empiriquement et ensuite textuellement, ce droit à l'oubli, ce droit à l'effacement. Alors c'est un sujet d'actualité, puisque pas plus tard que le 6 décembre, c'est tout frais, c'est récent, le Conseil d'État a rendu 13 décisions en matière de droit au retrait, sur invitation de la CNIL. En fait, qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a une quinzaine de personnes qui ont exercé leurs droits dans la foulée de la publication du RGPD en disant « Je veux qu'on retire je demande à Google, en l'occurrence c'était Google qui était visé, je demande à Google de retirer tel et tel papier sur moi et de me faire redescendre dans les moteurs de recherche pour telle ou telle raison. » La CNIL, qui est normalement l'organe compétent, qui est une autorité indépendante, qui a un pouvoir de juridiction, qui publie ses sanctions, qui a un pouvoir de sanction par le prononcé d'amendes administratives qui peuvent être extrêmement importants. Elle en fait aujourd'hui, ça y est, elle balance. On a des sanctions qui sont relativement importantes. Il y a un cabinet de syndic parisien qui vient de prendre 400 000 euros d'amende sur une faille de sécurité, une non-conformité. Voilà, c'est pas Google, c'est un syndic de copro, un peu important certes, mais une cédarde de dentiste qui a pris 40 000 euros. Voilà, parce
un patient a exercé son droit, je fais une petite incise, mais un patient a exercé son droit d'accès à son dossier médical. La SALA, qui n'était pas en conformité RGPD, a fait la connerie de ne pas répondre. Il a saisi la CNIL. La CNIL a fait un contrôle et poum, condamné. Bon. Pour revenir à la CNIL s'est dit c'est un sujet important. Je ne vais pas prendre de position, donc je vais refuser d'instruire. Pour que le Conseil d'État puisse être saisi et que le Conseil d'État nous donne un peu son mode d'emploi. Le Conseil d'État a rendu donc 13 décisions avec un avis, 6 décembre, c'est en cours d'analyse, etc. En gros, ce qu'il faut en retenir, et c'est ça, mais c'est important pour notre sujet, c'est qu'en fait, le Conseil d'État a une analyse en fonction de la nature des données. Plus les données sont sensibles, et plus, donc les données sensibles, que je définisse, pardon, données sensibles, c'est tout ce qui est relatif à l'orientation sexuelle, politique, les santé sont des données sensibles. Plus on est sur de la donnée sensible, et plus on va facilement faire droit à la demande d'effacement, d'oubli. Directement près de la CNIL. Ouais. Là, on ne va pas vers un tribunal. Alors, on peut, mais... En fait, la CNIL avait besoin d'un mode d'emploi. Il avait besoin d'une interprétation jurisprudentielle. Donc, c'est ce qu'elle a fait par le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, a donné sa position. Elle a regroupé, c'est assez rare, c'est vraiment qu'elle veut en faire un principe. Et donc, c'est maintenant la règle du jeu. Donc, données sensibles, désormais, effectivement, si on demande à une plateforme, quelle qu'elle soit, le retrait de données sensibles qui portent atteinte à notre liberté, à nos droits sur les données personnelles, la CNIL, elle va y aller. Elle va y aller. Et si effectivement il n'y a pas de réponse, y compris en s'appelant Google ou Facebook, on en a. Elle prononcera. Sachant qu'il y a des outils, je vous ai parlé des sanctions administratives, mais la CNIL peut imposer une suspension du flux de données sur un territoire donné. Et les CNIL européennes sont, puisque en fait c'était un enjeu de souveraineté, le RGPD, les CNIL européennes, les 27 CNIL européennes sont en réseau et elles peuvent dire sur le territoire de l'Union européenne le flux il est suspendu tant que c'est pas rectifié ou c'est pas effacé ou c'est pas suspendu. Donc, il y a des vrais moyens. Il y a aussi des vrais moyens pour le citoyen parce que le RGPD et sa transcription dans notre droit français c'est un règlement européen donc il n'avait pas besoin d'être transposé dans notre arsenal législatif interne, mais il l'a été pour des questions d'adaptation à la marge, notamment sur la question des données de santé et sur la question de la minorité, puisqu'on n'a pas la même notion de minorité dans tous les pays européens, pour consentir à la collecte de ces données personnelles. On a introduit, ça y est, j'ai perdu le fil, j'en étais où ? Les gradations voilà. de la CNIL. Voilà, et donc aujourd'hui, vous avez, vous, citoyens, une action possible, qui est l'action de groupe, qui a été ouverte spécifiquement. Donc, les utilisateurs d'une plateforme qui ne parviendraient pas... Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Ouais. Les utilisateurs d'une plateforme qui ne parviendraient pas à obtenir de la plateforme le respect de leurs droits, peuvent collectivement, dans le cadre d'une action unique, ce qui évite de saisir 25 fois ou 30 fois la CNIL, ou 25 ou 30 fois les juridictions, exercer une action de groupe. Donc ça, c'est des actions importantes. Auprès de la CNIL ou des tribunaux judiciaires, on peut saisir le président du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier, tribunal de grande instance jusqu'au 31 décembre, d'une demande de retrait. Il n'y a pas de... Lorsque un certain nombre de conditions sont remplies, urgence, etc., on peut demander la suspension. C'est issu du RGPD ou oui. C'est complètement... Non, c'est issu du RGPD. Ce sont des droits nouveaux créés par le RGPD. Donc, le Conseil d'État il vient nous dire, on va avoir égard aux données sensibles. On va avoir égard aux droits de l'information.
est-ce que la condamnation de cette personne est utile à l'information du public? Et évidemment, la notoriété de la personne et la nature de l'infraction vont jouer. Je reprends mon exemple du pauvre François Bayrou, qui n'est que mis en examen et qui est présumé coupable. J'entends bien, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Innocent, oui, pardon. C'est un lapsus révélateur, je ne sais pas, mais peu importe, je peux prendre quelqu'un d'autre. Patrick Balkany, il est condamné. Donc, c'est utile. Bon, évidemment, Patrick Balkany, même une fois sa peine purgée, il pourra toujours demander le droit à l'effacement à Google. Il l'aura pas. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité politique, parce qu'il y a eu un retentissement et parce que le Conseil d'État, qui nous a donné le guide, va considérer que c'est utile à l'information du public parce qu'il y a une espèce d'édification des masses, on va dire, des citoyens sur le comportement de l'homme public qui était Patrick Balkany, lié aux infractions particulières de fraude fiscale. Vous comprenez? Donc vous voyez bien où veut aller le Conseil d'État. Et puis, rapidement, parce qu'ils font encore un peu de recul, mais le Conseil d'État nous dit il faut aussi avoir égard au caractère volontaire de la publication. Alors il est sans pitié pour ceux qui publient trop facilement des données sur eux-mêmes, notamment via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il considère que y a un peu de légèreté à publier des opinions qui pourraient se révéler néfastes parce que tiens, d'un seul coup on devient un personnage public, ou tiens, d'un seul coup on a choisi de donner une autre orientation professionnelle, politique, que sais-je encore. Non, trop facile. Le Conseil d'État vient de dire si vous avez volontairement publié et que vous avez volontairement assuré une large diffusion à votre publication, c'est un peu dur après de dire voilà. je veux donc le Conseil d'État il articule un peu tout ça. Bon, mais sachez, sinon, pour revenir au droit de la victime, que vous pouvez aller demander le déréférencement et voir l'effacement de vos données qui vous porteraient préjudice. Alors, le système il est aujourd'hui un peu particulier parce qu'il faut aller s'adresser dans le cadre du droit à l'oubli à la plateforme, mais il faut justifier auprès de la plateforme, de l'hébergeur, des raisons pour lesquelles ça vous porte préjudice. Et aujourd'hui, la plupart du temps, c'est la plateforme qui va en être entre guillemets juge, et on va y revenir tout à l'heure dans un autre domaine. Comparer à ses propres règles d'usage. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, après la deuxième étape c'est la CNIL, et puis la CNIL elle ne savait pas trop comment se positionner, et que donc elle a saisi le Conseil d'État. Lorsque le contenu est manifestement illégal, vous avez un appel au meurtre, vous voyez passer sur Instagram, sur n'importe quoi, n'importe quel réseau, un appel au meurtre, vous pouvez faire un signalement directement à l'éditeur ou à l'hébergeur. De plus en plus, les plateformes mettent en place des boutons de signalement. On va y revenir. Ça, vous pouvez le faire. Et vous pouvez écrire à l'hébergeur ou à l'éditeur en disant ça, il faut le retirer, c'est pas possible. Vous pouvez le faire via une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme Pharos, qui est une plateforme du gouvernement, www.internet-signalement.gouv.fr. Vous transmettez le lien, vous voyez, il y a une fiche, vous transmettez le lien et automatiquement c'est diffusé au service de l'État, une plateforme spécifique qui va aller regarder effectivement et qui va pouvoir enjoindre la plateforme, l'hébergeur ou l'éditeur à agir et éventuellement à retirer. Bon. Ce qui n'est pas sans poser de difficultés, on va y revenir dans le cadre de la loi, de la proposition de loi Avia, parce que du coup, et on revient à notre sujet sur la liberté d'expression, si le contenu n'est pas manifestement illégal,
c'est l'État qui, sans le recours donc au juge, je rappelle qu'en droit français, depuis les grands encore issus de la Révolution française, hein, pour les juristes ou ceux qui ont des vieux souvenirs d'éducation civique Montesquieu, séparation de l'État, la démocratie, hein, les trois pouvoirs, bon ben, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier à voir l'État finalement se faire son propre juge et sans passer par l'autorité judiciaire. Autre élément, lorsqu'on est visé directement, ça peut être la plainte. Je peux avoir un intérêt à déposer une plainte. Alors, il faut prendre un certain nombre de précautions quand on est soi-même sujet de ce genre de choses. Le premier principe, c'est d'abord de faire des copies d'écran, de relever l'adresse exacte, l'adresse URL, pour pouvoir identifier clairement quelle est la source. Idéalement, lorsque c'est une publication qui est largement diffusée, d'abord, il faut aller voir un huissier de justice, un officier ministériel qui va faire un constat. Pourquoi c'est important ce constat? Parce que ce constat, il va donner une date certaine à la publication. Mieux que votre copie d'écran. On peut avoir... On peut toujours accuser d'être falsifié. Voilà. Et c'est très important parce qu'en matière de diffamation, l'action, elle doit être extrêmement rapide puisque la prescription n'est que de 3 mois. Ça veut dire qu'il faut avoir saisi le juge, engagé l'action publique dans un délai de 3 mois. C'est extrêmement rapide. D'autant qu'on voit aussi des publications très insultantes mais qui restent très peu de temps. Exactement. Et qui peuvent avoir disparu et le jour où on veut s'en occuper, paf, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. L'huissier ne constate plus rien. Exactement. Donc, réflexe, au moins la copie d'écran, relever l'adresse et vraiment s'il y a un contenu qui est embêtant, le constat d'huissier. Alors, en matière de diffamation ou d'injure publique, ne vous précipitez pas au commissariat ou à la gendarmerie, ça ne sert à rien, ils ne prendront pas. D'abord parce qu'ils ont des instructions en ce sens-là, parce que, évidemment, comme on est dans le domaine de la liberté d'expression, et que le domaine privilégié de la diffamation, c'est la politique, les procureurs de la République ont surtout pour ordre de ne pas s'en occuper, pour ne pas être instrumentalisés. Donc le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir un avocat. Pourquoi? Parce que, l'avocat, il va avoir un certain nombre de réflexes, notamment d'analyse du contenu. Parce qu'un contenu qui peut vous paraître diffamant à vous, peut ne pas l'être. Parce qu'on aura utilisé le conditionnel. Parce qu'on aura imputé un fait, mais qui n'est pas attentatoire à l'honneur. Les messages peut-être en double lecture. Exactement. Une autre lecture. Exactement. Et donc ça, c'est une jurisprudence qui a été, qui s'est montée au fil du temps. Et donc il y a une analyse d'abord à faire avant d'aller qualifier les faits et de voir d'où ils se ressortent. Et puis, on peut parfois penser qu'il s'agit d'une diffamation alors qu'en réalité il s'agit d'une injure à caractère homophobe, par exemple. C'est pas le même texte, c'est pas la même prescription. Dans le cas 3 mois, dans l'autre cas 6 ans. Donc évidemment, il faut pas faire d'erreur, quoi. Déposer une plainte, je vais voir si c'est vraiment sérieux. Alors, il y a un domaine particulier sur lequel il ne faut absolument pas hésiter à déposer plainte, mais ne pas se contenter de la plainte, c'est tout ce qui relève de la question du harcèlement, on en a parlé tout à l'heure, Philippe, du harcèlement scolaire. Là, il ne faut pas se contenter de signaler, de déposer plainte.
Il faut absolument avoir une démarche auprès de l'établissement scolaire. Parce que c'est à cet endroit qu'on est le mieux à même de prendre en charge la problématique. Donc, c'est pas une question je protège mon petit, machin, ah mais qu'est-ce qui va lui arriver parce que les autres vont savoir que... Non, c'est suffisamment sérieux pour que toute institution en soit saisie et que tous les moyens soient mis en œuvre pour que la question puisse être réglée. Donc ça c'est un message vraiment... le harcèlement scolaire, il se propage par l'espèce de honte à vouloir agir. On n'ose pas. Parce que voilà, on va dire, mon petit... ça va lui créer plus de problèmes ou ça va... Alors, soit ça, soit... voilà. Peut-être aussi on se dit que l'établissement ne peut rien faire finalement. Ouais. Eh ben non. Faut signaler, il faut vraiment y aller, il y va de la vie de nos enfants. Donc il faut pas hésiter. Quand on a évoqué la question du contenu et de qu'est-ce qu'on peut faire, on va forcément se poser la question du responsable. Parce que aller déposer une plainte ou mener une action, c'est très bien, mais à l'encontre de qui je le fais? Et qui est responsable? Et c'est une question qui est intéressante parce que aujourd'hui, elle fait débat. Bon, évidemment, le premier responsable, c'est l'auteur. Et ceux qui relaient, qui se rendent donc complices. Hein, je relais un tweet qui est constitutif d'une incitation à la haine raciale, je suis complice d'une incitation à la haine raciale. La complicité est condamnée au même titre que l'infraction principale. Donc on risque la même chose. Exactement. Hein, c'est comme le receleur. Le receleur d'un objet volé il risque la même peine que le voleur. Donc c'est évidemment l'auteur. Et la plateforme. J'y viens. C'est évidemment l'auteur de la publication. Alors, la question de l'éditeur du site. On va faire une différence. Éditeur, hébergeur. Ok ? L'éditeur, ça fait référence à la notion de presse. L'éditeur, c'est celui qui va articuler le contenu, qui va le modérer, qui va le valider avant publication. Je suis une plateforme qui publie des blogs de mes membres. Les textes sont publiés tels quels, sans validation, sans contrôle, sans rien. Je ne suis qu'hébergeur. D'accord ? Je valide avant publication. Je mets en forme. Je contrôle, je modère les commentaires. Je suis éditeur. D'accord ? Différence. Donc Facebook, hébergeur. Et pas éditeur. Twitter, hébergeur. Et pas éditeur. Et ainsi de suite. Différence. L'éditeur, je suis responsable. Exactement au même titre que l'édition presse, hein. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. L'hébergeur, je ne suis pas responsable. La frontière est parfois ténue. Et la frontière est parfois très ténue. On sait des nouveaux sites comme Medium, par exemple, où il y a un choix éditorial, ou de la mise en avant éditoriale. À partir du moment où il y a un choix éditorial, éditeur. Même si c'est une API, pardon, ou une intelligence artificielle. Oui. Puisque aujourd'hui, alors en droit européen, se pose la question transfrontalier, enfin, hors des frontières de l'Europe, vous avez pour tout éditeur l'obligation, dans le cadre des mentions légales, d'avoir référence, non pas à la personne physique, hein, en fait, donc au président, au gérant, en fonction de si c'est une personne morale. Donc on doit pouvoir identifier et contacter. Hein. Parce que, justement, c'est la question de la responsabilité.
d'accord ? Il faut pouvoir agir éventuellement contre lui. Donc la question de l'intelligence artificielle, oui d'accord, c'est le robot qui va, le chatbot, le machin, ok, mais il n'empêche que l'éditeur du site, c'est une personne physique. Donc il encourt la responsabilité, il prend la responsabilité. Oui, par exemple, quand vous dites Facebook n'est pas responsable parce qu'il n'est qu'hébergeur, Ouais. de plus en plus, son algorithme fait un travail d'éditeur. Il va sélectionner des Il fait des contenus, choix de contenu. il va faire des choix de contenu, les chatbots, ils peuvent faire des modérations. Alors non, ça c'est autre chose, parce qu'en fait il le fait sur signalement, et il ne s'auto-modère pas. Alors, c'est une des dispositions de la loi Avia qui pose une difficulté. Il supprime bien des publications qui ne rentrent pas dans sa politique. Exactement. Mais là, pour le coup, mais c'est parce qu'il rentre dans la charte d'utilisation. D'accord ? C'est pas légal. C'est pas un contenu éditorial. C'est-à-dire que je ne donne pas un sens à ma publication. C'est pas parce que je vais pousser en avant des posts qui correspondent à votre activité que l'algorithme va avoir identifié. Vous aimez beaucoup les chiens, je vais vous pousser un maximum sur les chiens. On n'est pas sur le contenu, on n'est pas sur un contenu éditorial au sens où je donne un sens général à ma publication. Et ça vient. Et c'est le fruit de vos propres choix, parce que c'est le fruit de votre propre activité. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas l'éditeur, pour de manière générale, qui a choisi pour vous de pousser telle ou telle publication. On est très à la frontière. Oui, on est très à la frontière. L'algorithme, c'est 100% leur problème. Le contenu, l'algorithme, il est créé par Facebook. Ouais. C'est l'algorithme qui va créer une espèce de propre contenu éditorial à chacun. Mais c'est bien l'algorithme, il est bien créé. Oui, mais il est contenu par quoi ? Il est contenu par votre activité. C'est pas l'éditeur qui crée l'activité pour vous l'imposer. Elle est là à la frontière. À Cambridge Analytica, on était quand même. Là, on est typiquement dans le cas limite, et d'où la réponse d'ailleurs. Alors, je vous invite tous à aller voir sur Netflix. Film. Le TAC. Ouais, évidemment, il faut absolument voir ça. Parce que. Voir quoi Le TAC. Exactement. The Great Hack. Exactement. Donc c'est un film documentaire C'est un documentaire. qui Sur le scandale Cambridge Analytica. qui se regarde vraiment comme un polar et qui devrait être diffusé, moi je dis, à partir du lycée, Oui. dans toutes nos classes, parce que c'est vraiment la prise de conscience de ce que nos propres comportements sont capables d'avoir une influence directe sur notre vie démocratique. Parce que c'est ça l'enjeu. Bon, mais il y en a des qualités, Twitter. Alors, il faut aller voir Snowden aussi. Hein. Ah oui, oui, ça tombe mieux. Non, mais je veux dire, il y a des quantités d'exemples. Ça donne qu'un exemple de ce qui a été fait avec, à grande échelle pour l'élection de Trump. Et puis, Alors, à la vérité, c'est en réalité un produit amélioré. Le premier à l'avoir utilisé, c'est Obama. Hein. Il faut le replacer dans son contexte. Hein. C'est devenu une chimère parce que là, on a été vraiment au bout du système, mais l'élection d'Obama, elle est déjà liée au Cambridge Analytica. Hein. C'est vraiment très très particulier. Mais là, on a là, en l'occurrence, Facebook n'a pas produit un contenu pour les électeurs concernés spécifiquement. C'est pas dans ce sens-là que ça a marché. Mais elle a juste laissé ses données ouvertes. Facebook a vendu ses données à une boîte londonienne, Cambridge Analytica, qui avait pour objet de qualifier les données pour sortir un profil de l'électeur. Ce qui a permis aux équipes d'Obama dans un premier temps, de Trump de manière très améliorée, la vraie question, c'est est-ce que ça pourrait être utilisé en France et dans notre système démocratique. Ça y est. Alors, Comment vous ça y est? oui, mais
est-ce qu'on aurait le même résultat? La question est encore différenciée. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans le système américain, vous pouvez être minoritaire en voix et gagner l'élection, puisque c'est un suffrage indirect. Donc il suffit de faire basculer des États clés pour pouvoir gagner l'élection. Et alors qu'est-ce que c'était Cambridge Analytica? C'était comme je disposais d'un élément me permettant de qualifier chaque utilisateur Facebook et de créer un profil politique. Mais je ne vais pas aller appeler, quand je suis républicain, je ne vais pas aller appeler un démocrate qui ne changera jamais d'avis. Ça ne sert à rien, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent. Je ne vais pas aller à un républicain qui votera républicain. Ça ne sert à rien, je vais perdre mon temps. Je vais aller chercher l'indécis. Et je ne vais pas aller chercher l'indécis dans un État qui de toute façon votera démocrate quand je suis républicain, par exemple à la Californie. Ça ne sert à rien. Donc je vais qualifier des États. Je vais aller chercher à faire basculer tel État. Des comtés. Et dans cet État, des comtés. Et dans cet État, dans ce comté, je vais aller chercher la personne indécise. Et là, ça va m'être utile, parce que la personne indécise, qui a passé 10, 15, 20% de ses requêtes à se renseigner, par exemple, sur les armes, je vais l'appeler et je vais parler de ma politique en matière d'armes. Et je vais emporter sa conviction. C'est ça, le travail de Cambridge Analytica. C'est effrayant, hein, on est un peu loin de notre sujet, mais c'est pas Facebook qui a fabriqué des profils pour faire gagner, pencher telle ou telle élection. On a utilisé les données produites par Facebook pour les qualifier, mais c'est ce qu'on fait en matière de grande distribution. Hein. Il se trouve que j'ai un frère qui est spécialisé de la question, qui bosse pour une grande boîte internationale, et qui analyse tous vos tickets de caisse, bandes vidéo d'achat, alors pas en France parce que c'est interdit grâce à la loi sur la vidéoprotection, mais en Turquie par exemple, et qui va déterminer qu'en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre CSP, vous allez acheter tel produit plutôt qu'un autre, et qu'il faut qu'il soit vert ou orange, et qu'il faut et c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont en jeu. Hein. La qualification de comportement consommateur, elle est extrêmement importante aujourd'hui, et Facebook est un des outils. Évidemment, Facebook revend, et pas que Facebook, hein, Twitter, Insta, tout le monde, hein, parce que on va les relier, hein, et puis on va savoir très exactement quelles sont vos envies. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont aider la source. Mais ça, c'est le modèle un peu américain, et est-ce qu'on est un peu plus protégé chez nous en Europe? Alors, ça a été l'enjeu du RGPD pour partie. Alors, on fait une incise, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est important. Le RGPD, c'est quoi? C'est l'Union européenne sous l'égide notamment des Verts allemands, pour leur rendre cet hommage, qui s'est dit qu'il y a un problème de souveraineté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse les GAFA contrôler la donnée brute et la qualifier, eh bien, on perd toute capacité à pouvoir contrôler notre destin économique en particulier. Et pas seulement notre destin économique, notre destin démocratique et nos destins individuels, parce qu'on les laisse fabriquer. Et donc, la grande difficulté, c'était de dire, moi le premier, je m'y suis essayé, heureusement, nos juges français sont, on dit beaucoup de mal d'eux, mais ils ont la liberté individuelle, et le fait de la protection des libertés individuelles chevillée au corps. Quand il y avait un post Facebook qu'on voulait faire retirer, parce qu'il était diffamant, injuriant, parce qu'on voulait avoir accès à nos données, on a signé Facebook devant le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Et puis on avait Agathe Malfette, l'avocate, je l'adore, c'est une copine, mais qui est l'avocate de Facebook France, qui venait avec ses what me jurisprudence et surtout ses conditions générales Facebook, en disant vous irez saisir tant de pas, et c'est le droit américain qui s'appliquera. Donc le juge français, il n'est pas compétent. Bon, heureusement, les juges français ont fait de la résistance et parfois se sont reconnus compétents. L'Union européenne, elle a réglé le problème. Elle a dit, à partir du moment où la collecte des données concerne les ressortissants de l'Union européenne, c'est le droit européen qui s'applique et qui s'impose, y compris aux Américains. Google, Facebook et aux Chinois.
Et ça change la donne. La meilleure preuve, c'est que c'est pas parfait. Facebook a changé ses conditions générales, Google a changé ses conditions générales. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a de l'argent et que derrière, il y a une qualification. Le combat n'est pas gagné. Le combat n'est pas gagné du tout. Il ne le sera qu'à partir du moment, je vais utiliser une terminologie qu'on est plusieurs avocats en droit de l'informatique et sur ces questions-là à utiliser, mais c'est vraiment une notion qu'on veut faire émerger. Il faut savoir que le RGPD, vraiment sa nouveauté, c'est la territorialité. C'est de dire sur le territoire de l'Union européenne, dès lors qu'un ressortissant est concerné, c'est le droit européen qui s'applique. Et de manière uniforme, puisque c'est un règlement européen. Donc que ce soit en Allemagne, qu'on soit en Italie, ça c'est vraiment l'enjeu. Mais le droit d'accès, le droit à l'effacement, le droit de rectification, tout ça, ça existait depuis 1978. Ça a été renforcé en 1995, personne ne l'utilisait jamais. Moi, pendant 20 ans, ça fait 23 ans que je suis avocat, pendant 20 ans, on m'a ramené auprès des entreprises pour dire « Ah, il faut faire attention, les correspondances, machin, etc. » Personne ne nous écoutait. Bon. Personne ne nous écoute plus avec le RGPD, je vous rassure. Ce qui va nous aider, c'est Cambridge Analytica. C'est en fait ce qu'on appelle, nous, l'écologie de la donnée. Ce qui va nous faire gagner, c'est quand tout à chacun, là, on aura pris conscience qu'on est doté de droits et que des droits ne sont efficaces que s'ils sont exercés. C'est comme le droit de vote. Hein. Si je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Je peux voter blanc, mais je vais voter. J'exerce mon droit. Si je n'exerce pas mon droit vis-à-vis des plateformes, si je n'ai pas une conscience de ce qu'on fait de mes données, c'est perdu. Donc en fait, il faut éduquer. Est-ce que la plateforme éduquer pas, comme tu disais tout à l'heure, sur l'avocate de Facebook, est-ce qu'elle ne dit pas, bon certes mes conditions générales, je les ai adaptées au RGPD, mais il ne reste que si vous voulez utiliser ma plateforme, voilà ce que j'ai le droit de faire vos données. Alors, c'est ce qui et si vous ne voulez pas... C'est ce qu'il continue à faire. Sauf que si aujourd'hui Facebook viole mes droits, par exemple en transférant mes données sans mon autorisation ou en ne me donnant pas accès à ma rectification, je peux aujourd'hui saisir la CNIL et que la CNIL va leur imposer. Mais on pourrait imaginer, dans leurs conditions générales, des règles qui disent on les utilise vos données pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Parce que si vous êtes d'accord. Non, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont d'ordre public dans le cadre du règlement sur le RGPD, enfin le règlement général de protection des données. Et donc les plateformes ne peuvent pas vous imposer, même si elles vous l'imposer, ce qu'elles font en réalité, le juge peut passer outre. Hein, peut dire qu'elles sont nulles. Elles ne font pas d'application. D'accord. Donc on a quand même. Il y a une vraie protection. Il y a une vraie protection. Sauf que si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Mais donc il faut s'en servir. La loi Avia ne peut pas remettre tout ça en cause. On y vient. C'était la conclusion qui ouvrira le... Alors, justement, donc j'ai dit, l'hébergeur du site n'est pas responsable, mais il peut être tenu dans certaines conditions de retirer un contenu. Aujourd'hui, quand vous vous adressez, on l'a dit tout à l'heure, quand je surveille le temps, très bien. Quand on s'adresse à un hébergeur, il faut que j'exprime à l'hébergeur où est placé le contenu, donc j'ai l'adresse URL. Il faut que je justifie de mon identité. Et il faut que je dise en quoi le contenu est illégal et où, en quoi il me porte atteinte, porte préjudice. D'accord ? Ce n'est qu'à ces conditions que l'hébergeur va éventuellement retirer le contenu problématique. Ok ? L'esprit de la loi Avia, c'est de se dire c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut que l'on lutte absolument contre la diffusion, la haine, etc. Et donc, il faut aller plus loin. Donc il y a une proposition de loi qui a été proposée, qui crée une obligation pour les plateformes dépassant un certain seuil.
On vise les grosses plateformes. Et La taille n'est pas définie. elle n'est pas encore définie. D'accord. Retirer dans les 24 heures d'un signalement tout contenu illégal comportant une incitation à la haine, une injure à raison de la race, de la religion, de l'ethnie, du sexe, de l'orientation sexuelle et du handicap, qui crée, à défaut de retrait dans le délai de 24 heures, une responsabilité de l'hébergeur. J'ai reçu le signalement, je ne l'ai pas fait dans le délai, responsabilité. Qui crée, troisièmement, l'obligation de mettre en place un bouton de signalement avec une information qui va très loin. Et qui crée, quatrièmement, alors c'est en lien avec le 2, qui crée aussi une obligation de surveillance de mes publications, ce que ne fait normalement pas l'hébergeur. Si sur un autre réseau, j'ai publié une vidéo sur YouTube qui portait atteinte à mes droits d'auteur, j'ai demandé son retrait, je l'ai obtenu sur YouTube. Si elle est republiée sur Instagram, par exemple, non, ça va pas marcher. Sur Viadeo, Vimeo, Vimeo, ou Dailymotion, bon. J'ai l'obligation de surveiller ce qu'on me publie pour vérifier qu'il n'a pas fait l'objet d'un retrait antérieur pour cause d'illégalité. Ça va être dur. D'accord ? La loi Avia c'est une levée de bouclier de toute nature. Levée de bouclier, d'abord parce que il y a un risque, d'aucuns, c'est ce que je pense. Je vous dis clairement les choses. D'organiser une censure qui soit aux mains des plateformes, sans contrôle du juge qui est celui de l'autorité administrative indépendante qui est la CNIL, et qui est le garant de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'au fond, dans la mesure où j'ai une obligation de surveillance générale et que je dois réagir au signalement, alors sachant qu'on allège le signalement, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir obtenir le retrait, il faut l'adresse exacte, l'URL, il faut le nom, il faut dire en quoi c'est préjudiciable, etc. Avec la loi Avia, plus de tout ça, allégé. Je dis, il y a un contenu sur votre plateforme qui contrevient à mes droits. Point. Ouais, on peut être plus précis. Et c'est la plateforme qui juge si c'est vrai ou pas. Et c'est la plateforme qui effectivement juge si c'est vrai ou pas. Et que c'est la plateforme qui va enlever. Donc, et on l'a eu là il y a quelques temps, parce que ça commence par Twitter, qui commence, à propos de la loi électorale, à suspendre des comptes parce qu'ils ne correspondraient pas à leur charte de publication ou au code électoral en matière préélectorale. Quand des Français sont plus hébergeurs. Et donc, alors il y a une question là-dessus, mais la question philosophique, c'est celle de la censure par finalement des entités économiques qui ne sont pas des entités qui vont devenir, qui le sont déjà des entités politiques en réalité, puisque une plateforme comme Google, aujourd'hui, compte tenu de ses recherches en matière de transhumanisme, clairement, je veux dire, Google a vocation à organiser ou à appeler de ses voeux une organisation de société. Et donc, c'est ce qu'on appelle une organisation politique. Et là, il y a un vrai danger à ce que, hors du contrôle du juge, qui est garant des libertés individuelles et qui va pouvoir dire ben, je protège la liberté, qui va faire ce juste équilibre entre la liberté d'expression et puis la protection de mes droits, qui va regarder par rapport effectivement au droit à l'information. C'est tout le débat. Est-ce que je publie ça, pas quelle est ma liberté d'opinion, est-ce que
moi je dis clairement, aujourd'hui, la question de la publication des caricatures de Mahomet se poserait avec une disposition comme celle-là. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que les plateformes me disent moi, aucun risque. j'ai une responsabilité derrière. Parapluie. Je prends pas de risque. J'édite une charte de conduite qui est conforme aux intérêts de mes clients, pas de mes utilisateurs, de mes clients. Donc si la majorité de mes clients pensent ça, je vais leur donner ça. Au-delà de Ouais. l'approche philosophique que tu évoques, est-ce qu'on peut évoquer une approche constitutionnelle et une... Ouais. Alors clairement. Bon. Oui. On en parlera après. Ouais, évidemment. Ça fait partie des critiques. Oui. Mais du coup, dans cette idée d'espèce de principe de précaution, parce que c'est un peu ça au final, c'est de dire plutôt que juger après, on juge avant, avec des algorithmes, etc. Du coup, là, comme disait monsieur, on n'est plus du tout, on est carrément l'hébergeur. Là, on passe dans l'éditeur, en fait, complètement, non? C'est en réalité ce que l'effet pervers de la loi conduirait finalement, effectivement, à mettre fin à cet espace de liberté qui a ses inconvénients, ses avantages, ses excès, en responsabilisant l'hébergeur devenu éditeur en réalité, et donc en le contraignant On veut donner plus d'obligations à l'hébergeur. Ouais. Comment le Parlement a pu voter ça à l'unanimité? Alors, ce qui pose un problème constitutionnel au regard des textes que je vous ai cités sur la liberté d'expression, mais très intéressant, et je veux vous viser là-dessus, c'est qu'on a la Commission européenne qui a écrit une longue lettre de 12 pages, parfaitement argumentée, à M. Le Drian, en disant « Ce texte contrevient à des tas de dispositions européennes. » Et c'est très intéressant. Parce que la Commission européenne, elle se place du côté des droits fondamentaux, mais pas trop. C'est d'ailleurs pas trop le style de la Commission européenne. Je le dis parce que je dois toujours à la vérité, je dis d'où je parle toujours, je ne suis pas un Européen très convaincu, je corrige mon propos. Je suis Européen, mais pas dans le système dans lequel aujourd'hui il est organisé. Je m'explique. La Commission européenne, j'étais à Bruxelles il y a 1 mois et demi sur les travaux de la Commission européenne en matière d'intelligence artificielle. La Commission européenne est en train de réfléchir à la question de la réglementation applicable justement à l'intelligence artificielle pour savoir comment est-ce qu'on peut encadrer tout ça. Moi, un peu benoîtement, je me disais, ça va être intéressant parce qu'on va avoir une vraie approche éthique de l'intelligence artificielle. On va l'aborder du côté des droits fondamentaux européens, qui existent. La Cour européenne des droits de l'homme, elle nous sert, nous avocats, presque tout le temps. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Et bien, contre toute attente, c'est pas du tout ça qui a été mis en avant, c'est la question du traité sur le marché et sur la libre circulation. Et bien, la réponse de la Commission européenne au gouvernement français, c'est vous créez une atteinte à la libre circulation de l'information et donc à la liberté du marché. Yes. Finalement, ça va nous servir cette histoire. C'est vrai qu'ils n'ont pas abordé de bon côté, mais c'est... Ils n'ont pas abordé du côté. Alors, ce qui est doublement intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'ils disent quand on va regarder un peu plus loin? C'est ils disent, votre texte, en fait, il est en contradiction avec une directive européenne de 95, si ma mémoire est bonne, qui a été transcrite en droit français. Le Parlement français ne fait que transcrire des dispositions européennes, ou presque. C'est pas tout à fait vrai, il faut être honnête. Mais en l'occurrence, cette directive, elle a été transcrite en droit français sur ce qu'on appelle la LCEN, la loi pour l'économie numérique. Bon. Et la Commission européenne dit, mais vous venez en contradiction.
Parce que la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Parce que la loi pour la confiance dans l'économie numérique, elle est venue consacrer la liberté de circulation de la donnée, sous un certain nombre de garanties, droits fondamentaux, RGPD, etc. Mais elle garantit la libre circulation au sein du territoire de l'Union européenne. Or, l'une des dispositions phares de la loi Avia, c'est de dire, eh bien, le signalement, en fait, on va créer une territorialité au signalement. C'est-à-dire que... C'est lié à certains usages quand même, la libre circulation. Ouais, mais... Ils sont écrits quand même. Liberté du droit de l'information et de la libre circulation de l'information. C'est ce que dit la Commission. Et elle dit en fait, vous créez une entorse à la territorialité, vous créez des obligations trop fortes sur les plateformes, notamment par la question de cette surveillance qui va les obliger à mettre des moyens en œuvre. Voilà. Et par ailleurs, vous instaurez une discrimination entre les opérateurs, puisque vous distinguez en fonction de ce fameux seuil. Et donc ça, c'est pas possible, dit la Commission européenne. Elle dit, quelle que soit la taille, quel que soit le territoire sur lequel j'opère, je dois me voir appliquer les mêmes règles. C'était l'objet de la loi de la confiance, pour la confiance dans l'économie numérique. Et donc vous ne pouvez pas venir défaire ce que vous avez fait il y a quelque temps. Donc, pour vous dire que la loi Avia a du plomb dans l'aile, et pour des questions philosophiques, et plus bizarrement... On est vraiment sûr, ça? Il y a des questions pratiques. Ah oui. Alors d'abord, ça risque de ne pas passer le Sénat, et ensuite... Oui, mais il y a quand même, parce que c'est pas... Elle a du plomb dans l'aile, mais pour le moment, l'Assemblée l'a voté à l'unanimité. Oui. Le Sénat, c'est pas si sûr que ça qu'il la vote pas. Et si c'est pas le cas, il y a qu'une chose pour l'empêcher de passer, c'est la clause de constitutionnalité. C'est le seul moyen. Oui, mais compte tenu de ce que... Et on n'est pas sûr d'avoir. Compte tenu de ce que du veto que a émis la Commission européenne, c'est ça qu'il faut défendre. Il ne sera pas publié. Et en tout cas, ce qui va se passer, si jamais elle était publiée et appliquée, elle serait systématiquement remise en cause par la Cour de justice des communautés européennes, comme non conforme au droit européen. Dans notre système de droit français, nos juridictions nationales sont soumises, il faut y aller, il faut épuiser toutes les voies de recours en droit interne, mais sont soumises au contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, qui va s'imposer par la condamnation de l'État défaillant. C'est pas un procès entre parties, mais c'est la Cour de justice qui va imposer des amendes à l'État défaillant. C'est ce qui se passera. Alors aussi, cette idée du petit poussé, je pense que la France veuille imposer, on l'a vu dans d'autres sujets, elle-même, sa propre façon de voir, sans concertation européenne, elle va se prendre déjà finalement un avis, assez tranché, mais elle va aussi se prendre les plateformes d'hébergeurs, j'imagine, au niveau européen, qui vont dire, écoutez les amis... Le vrai risque de ce point de vue-là, le vrai risque de ce point de vue-là, et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne est si arc-boutée sur la question de la liberté de l'information, c'est que effectivement, et ça a déjà été annoncé, c'est que comme en Chine, c'est-à-dire que on va avoir en France accès à des plateformes qui seront customisées pour la France, pour répondre au cadre législatif, et qui ne seront pas applicables en Allemagne, et c'est contraire à la logique du marché européen. C'est ça en fait la philosophie. Ce qui n'est pas déconnant, effectivement. Parce que la seule solution à ce moment-là pour se mettre en conformité, c'était aussi du coup l'avantage du RGPD, c'est qu'aujourd'hui vous avez une politique de protection des données pour les acteurs, qu'ils soient collectivités locales ou entreprises, qui est la même qu'on soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Roumanie, et ça c'est quand même hyper confortable. Donc réintroduire un cadre qui disait vous aurez accès à un Facebook
qui ne sera pas le même qu'ailleurs, un Facebook français, ça ne va pas le faire. Ça le ferait si on avait sur notre sol des acteurs majeurs qui pourraient diffuser finalement la bonne parole, mais on n'a pas, donc on subit. Hein. Voilà. Bon, moi je pense que ce texte-là, il est conjoncturel. C'était une façon de répondre à la question. Fondamentalement, sur la question de la liberté d'expression, moi je crois que oui, il est nécessaire toujours de l'encadrer, d'y apporter des tempéraments, ce qu'a fait le législateur, et notamment pour protéger les plus faibles, hein, protéger des minorités, protéger... Bon, oui, là, j'ai aucune difficulté. Ce qui me chagrine beaucoup plus, c'est lorsque finalement, que ce soit l'État ou que ce soit via l'activité économique, on puisse imposer une opinion particulière. Parce que, encore une fois, le seul juge de ce subtil équilibre entre liberté d'expression, protection des intérêts particuliers d'un certain nombre, de droit de la propriété, à travers les droits d'auteur, par exemple, le droit de l'information, eh bien, c'est le juge judiciaire qui est capable de le faire, parce qu'il est le garant constitutionnellement et par inspiration démocratique de notre liberté individuelle. Et à se dire finalement, moi je vais, parce que je suis dans une certaine philosophie ou dans un certain air du temps, dire, c'est pour ça que par exemple toutes les lois mémorielles, moi, me posent problème. Autant je n'ai aucun problème avec les insultes raciales, la discrimination, enfin, autant les lois mémorielles, elles me posent un problème philosophique. C'est-à-dire que c'est un État, puisque c'est le législateur, hein, qui va dire, voilà, il faut penser l'histoire de cette manière-là. C'est vrai à un moment donné. C'est vrai à un moment donné. Aujourd'hui, on a, par le produit de notre histoire, parce que c'était nécessaire à la reconstitution de la France, une lecture, je prends cet exemple-là, du péril nazi et du péril communiste, qui sont totalement différenciés. Certains historiens remettent en cause ce péril, non pas pour dire que l'un, en l'occurrence, serait moins important que l'autre, mais pour dire qu'il faut les regarder sur le même plan, parce que en termes de crimes contre l'humanité, on est en termes, en tout cas statistiques, et c'est un des éléments importants, et sur la question de l'emprise sur l'individu, en termes d'atteinte à la liberté individuelle, sur quelque chose qui est relativement comparable. Bon. Et si on fige par des lois mémorielles la réflexion, alors, c'est exactement la même question, et ça a été, à travers la loi Avia, la question de l'islamophobie. Peu importe ce qu'on pense de l'islam, l'opinion, la liberté d'opinion, la liberté des religieuses, elles sont garanties par l'État. J'ai le droit, quelle que soit ma religion, de la pratiquer. Et tu as un deuxième élément qui va venir se greffer dessus, même si on ne pense pas qu'il y ait l'événement, c'est les histoires de reconnaissance faciale qui vont se trouver liées à ça, parce qu'on ne pourra pas l'avoir sans faire appel aux gros détenteurs de données. Donc si on leur ouvre la porte, une faille, qu'ils ont une partie du pouvoir de justice, parce que c'est ça finalement, on ouvre la boîte de Pandore à tout. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut la refuser par tous les bouts. Oui, mais en même temps, c'est là la difficulté. C'est pour ça que moi je crois plus, mais ça c'est ma philosophie personnelle, après je ne vous demande pas de la partager, je crois plus à l'éducation qu'à la réglementation. C'est-à-dire que sur la question des données, on peut quand même pas dire, on peut quand même pas remettre en cause aujourd'hui l'apport
du développement du numérique, y compris dans le cadre de la reconnaissance faciale. Moi, je faisais une formation sur le RGPD à des experts comptables. J'avais une 50aine d'experts comptables devant moi, et je tente de parler d'écologie de la donnée, de la conscience, etc. Et j'ai un monsieur qui s'est levé, qui me dit, mais moi, vivre dans une société dans laquelle on me garantit la sécurité par les outils numériques, la reconnaissance faciale, le fait qu'on sache que monsieur untel c'est un délinquant sexuel et que en gros c'est écrit sur sa tête et quand il se balade dans la rue, ben, au moins mes enfants sont protégés, ça me va et je suis prêt à renier ma liberté pour pouvoir avoir cette sécurité. Waouh! Il l'exprime, hein. Il a le droit de le penser. Et on peut avoir une majorité qui le pense. Il a le droit de le penser. Un reportage il n'y a pas très longtemps, beaucoup l'ont vu sur France 2 sur Nankin. Ouais, bien sûr. Et quand on interroge le citoyen dit alors bon, évidemment, ça a peut-être été tourné. La question elle est ça me semblait assez sincère. Oui, la question elle est essentielle. La question elle est essentielle. C'est qu'il ne faut pas ethnocentrer nos débats. Alors, c'est moi la divergence que j'ai par exemple avec la Commission européenne sur la question de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la Commission européenne dit il ne faut pas ethnocentrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer avec notre vision occidentale l'approche du transhumanisme, de la protection des données, etc. Parce que ce n'est pas une valeur universelle. Et c'est vrai, là pour le coup c'est l'expérience de mon frère, c'est vrai que les Chinois n'ont pas du tout ce même rapport à la question de la donnée. Ils sont élevés dans la culture de la censure, ils sont élevés dans la culture de la régulation. Et donc, ça ne leur pose aucun problème. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous, si ce n'est que la vraie difficulté, c'est que l'avantage conféré, ou le confort conféré par ces réseaux, nous rend feignants, nous rend incapable d'esprit critique, abroge notre esprit critique. Il y a un certain... Moi, je suis le premier à utiliser les réseaux sociaux et je suis le premier je suis le premier dans mon activité professionnelle à recourir à l'intelligence artificielle parce que là où il y a 23 ans, quand j'ai commencé mon métier, il fallait que j'aille à l'université chercher dans mes index, dans mes Dalos, dans mes juristes classeurs, avoir une réflexion sur la bonne qualification de ma recherche, sur les beaux mots que je vais rechercher, pour aller chercher le petit arrêt, le petit extrait de doctrine qui m'a... Ça me prenait 3, 4 heures, 5 heures, je pouvais passer des journées en bibliothèque. Aujourd'hui, mes fournisseurs de données techniques, je tape comme si je tapais dans un moteur de recherche Google, et il me qualifie ma recherche. Oui. Je gagne un temps de dingue. Oui. Et j'ai une réponse. Je ne vais pas dire qu'il faut foutre à la poubelle. Ça me fait gagner un temps précieux et ça me fait gagner de la valeur pour mes clients. Parce que la réponse que je leur apporte, elle est qualifiée. Donc évidemment, il ne faut pas... Mais on a tendance, au nom de ce confort, à finalement accepter une aliénation de nos libertés individuelles qui peut se révéler préjudiciable. Et on revient à Cambridge Analytica, c'est effrayant. C'est quelque part absolument effrayant. Et je vous invite, je fais un teasing, je vous invite à aller voir vraiment cette série, parce que l'actrice principale, elle est super intéressante. Elle a commencé sa carrière plutôt à gauche et dans l'équipe d'Obama. Et elle a été recrutée par l'équipe de Trump. Clairement, elle était plus que démocrate. Enfin, je ne sais pas comment c'est là-bas, mais elle était vraiment... Non, mais c'est tout ça. Ah. C'est l'américaine. Mais c'est intéressant de voir comment elle s'est fait happer finalement. La seule barrière qu'elle s'est mise, c'est Le Pen. Universitaire aujourd'hui, elle est effrayante. C'est vrai en France, c'est vrai partout en Europe. L'université, c'est le lieu où on jusqu'en terminale, vous recevez. Ça change, hein, ça évolue. Mais en gros, c'est ça. À l'université, je suis suffisamment grand pour
exprimer à un professeur agrégé ou un maître de conférence une opinion divergente, à condition que je sois incapable de l'argumenter. C'est ça la force de l'université. Aujourd'hui, on dit, ben non, lui il n'a pas le droit de venir parler parce qu'il n'est pas dans la pensée unique, lui il a... Oh non. Ça revient à ce fameux bouton qui peut être virtuel, mais qui est très réel en réalité, et qu'on voit apparaître dans beaucoup d'universités, notamment américaines. Exactement. Exactement. Le truc qui est C'est même pas qu'une histoire de pensée unique, c'est surtout une histoire avec les systèmes des chairs qui se développent, que tu payes, tu parles. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est autre chose. Voilà ce que je voulais, ce que je voulais vous dire. C'est comme bon sens. Donc on va voir partout émerger, ça a déjà émergé sur la plupart des réseaux sociaux en place, la question des boutons de signalement. Bon. Même si ça ne va pas jusqu'au bout, je pense qu'ils apparaîtront de toute façon. Oui, de toute façon, ils apparaissent déjà. Ils apparaissent déjà. Non, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant à la condition, moi encore une fois, que voilà, qui décide. Voilà. Qui Exactement. décide. Et moi, à partir du moment où on n'a pas les outils, peut-être que c'est là où la loi Avia a le mérite de lancer le débat. Il ne faut pas jeter complètement. Elle a le mérite de lancer le débat. Et peut-être qu'il faut que nous ayons une réflexion sur cette question-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se rend collectivement plus responsable ? Finalement, c'est toujours la même chose, hein, c'est la question du respect de l'autre. Hein, il y a cette espèce d'écran là, qui pose la question de l'anonymat. Alors, pour terminer sur la question de l'anonymat, est-ce qu'on est aujourd'hui totalement anonyme sur Internet ? Qui y croit ? Totalement anonyme, point. Tu n'as même pas besoin de parler d'Internet. Bon, la réponse est non. Hein. C'est aussi pour ça que le débat est un peu biaisé. On a réfléchi à ça il y a quelques années, il y a quelques temps. On a trouvé un endroit en France où on peut encore... Au fin fond de Larzac ou du Cantal, parce qu'il n'y a pas de relais pour... Non. À Genetous, peut-être. Aux autres planches. J'ai rien contre la En Corse. Ouais, peut-être. Seul endroit où les votes morts, à part le 5e arrondissement du temps de Tibéri. Mais c'est pareil. Ouais. Alors, d'abord, il n'y a pas, même si vous utilisez aujourd'hui, amusez-vous à faire le test, même si vous utilisez aujourd'hui une plateforme comme Tor, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tor, c'est une plateforme qui vous permet de générer des adresses IP aléatoires. Et grâce à un maillage, hein, et d'en changer régulièrement. De sorte que lorsque vous savez que votre ordinateur il a une adresse IP, qui est d'ailleurs, la Cour de cassation, la CNIL l'avait dit depuis longtemps, qui est une donnée personnelle. On génère une adresse IP qui est la vôtre, hein, qui est attachée à une machine. Bon, la plateforme Tor, qui est un provider, il permet de générer des adresses aléatoires maillées, donc je peux avoir une adresse en Turquie, en Chine, alors pas en Chine, non, ça marche pas, mais voilà. Enfin, ça n'aurait pas en Chine ils ont réglé le problème, vous savez d'avantage. comment ils ont réglé le problème, c'est qu'en fait, c'est la question alors pour le coup des tuyaux, hein, c'est qu'il y a un seul tuyau, en fait il y en a trois. Il y a trois, oui. Et deux donc, qui sont en train de se dire. Et donc en fait, en un quart d'heure, l'État chinois est capable de couper l'alimentation. Hein. Israël a un Internet souverain. La Russie est en train de mettre en place un Internet souverain, pouvoir couper, hein, isoler complètement. La France, c'est impossible. C'est impossible. L'Europe, c'est impossible. L'Europe, c'est impossible parce qu'on est parti sur un modèle ouvert, hein, dès le départ. Donc c'est impossible de revenir en arrière. L'Iran l'a coupé il y a 15 jours. Les États-Unis. Non, parce qu'en fait, ils ont un double maillage, c'est un peu compliqué. Mais eux, ils ont un avantage concurrentiel, c'est que ils écoutent tout le trafic. Je vous rappelle, pour tous les gens qui utilisent une adresse Gmail, que vous avez conféré le droit à Google de lire l'intégralité de vos mails, mais également de vos pièces jointes. Donc, lorsque vous envoyez un mail par Gmail, c'est valable aussi chez Microsoft. Google, ouais, mais pas dans les mêmes proportions. Google, ce que ne fait pas Microsoft. Google, archive, index, qualifie.
C'est comme ça, par exemple, que le moteur de traduction de Google a progressé, je ne sais pas si vous avez remarqué, a progressé d'une manière considérable, parce qu'en fait, ils analysent en permanence les documents qu'ils reçoivent et ça leur permet d'apprendre, de faire du deep learning. Mais surtout, à première réquisition des services secrets américains, communiquent, ce que ne fait pas Microsoft, pour l'Europe. Et pour l'instant. Si Microsoft veut pouvoir continuer à travailler en Europe, c'est compliqué. Ils ont bien segmenté leur activité business. Mais ils ont bien segmenté exactement pour pouvoir être en conformité. Donc l'anonymat, aujourd'hui, même avec, pour revenir, même si vous vouliez créer un compte Twitter, Instagram, n'importe quoi, via une plateforme Tor, vous tomberiez sur un écueil qui est celui du numéro de téléphone. Puisqu'il vous demande de vous identifier par un numéro de téléphone. Alors vous me direz, il suffit d'aller au bar du coin, enfin au café du coin, puis d'acheter un téléphone prépayé. Et puis je rends mon téléphone prépayé. Ah oui, sauf que votre téléphone prépayé, payez-le en liquide. Et puis votre téléphone prépayé, il borne. Je suis même pas sûr. Même quand il est éteint. Donc de toute façon, au pire, on trouvera toujours à venir vous chercher. Ça rend plus compliqué les choses. Voilà. Bon, faire une fixette sur la question de l'anonymat aujourd'hui, la plupart des comptes dits anonymes sur Twitter ne le sont en réalité pas. Derrière, il y a une adresse mail, derrière, il y a un numéro de téléphone, et que ce soit l'hébergeur, il est parfaitement capable d'aller identifier qui se planque derrière. Il n'y a pas de difficulté. Il y a la seule problématique des robots, mais encore que la question des robots, et on est capable de l'identifier aussi, puisque au bout il y a un pourvoyeur, donc on est capable de le repérer. Ok ? Je vous propose de remercier Emmanuel en l'applaudissant. Bravo. Peut-être on pourrait prendre une ou deux questions avant d'aller voir un petit peu. Ouais. Oui. Moi, par rapport au compte des réseaux sociaux, des associations. Ouais. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à la création du compte, il y a eu une adresse, un numéro de téléphone lié. C'est pas forcément eux qui alimentent. Non. Parce que par exemple, on a mis le numéro du président de l'association et puis c'est pas lui qui alimente le réseau. Et comment ça se passe ? C'est le président, enfin c'est celui qui a les données qui est responsable, même si c'est pas lui qui écrit. Alors, deux réponses. La première réponse, c'est si l'association publie un contenu illégal, entre guillemets, qui est susceptible d'engager sa responsabilité civile ou pénale, c'est le président de l'association déclarée préfecture à jour qui est responsable. D'accord ? Deuxième partie de la réponse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les associations ne sont pas dispensées de la conformité RGPD. Elles sont soumises à la conformité RGPD. La seule exception, ce sont les associations dites fermées, c'est-à-dire celles qui ne sont qui n'ont pour adhérents que des membres adhérents par cooptation, premièrement, et qui n'ont des actions qu'au sein de la sphère privée des adhérents de l'association. D'accord ? À cette seule condition, ils ne sont pas soumis au RGPD. Mais sinon, toutes les associations sont soumises au RGPD. Il faut le savoir. Oui ? Moi, c'est au niveau de la culpabilité. Vous avez parlé de Twitter où quand on retweet, on se fait complice, on devient complice. Alors, c'est peut-être un peu technique comme question, mais moi j'ai un petit compte Twitter de 100 abonnés. Imaginons que je sois dans une mauvaise période et je retweet un truc un peu tendancieux. Ouais. Et un gros compte avec plus de 20 000 abonnés le faire. Est-ce qu'au niveau de la loi, on a tous les deux le même degré de culpabilité ? Parce que lui, ça va être... Non, parce que le juge... Il y a un principe en droit pénal français qui est celui de la personnalisation de la peine. C'est-à-dire qu'une infraction ne conduit pas automatiquement au prononcé de telle peine. Le juge a égard toujours à la question de la personnalité. Et dans l'appréciation des critères, il va, ce que d'ailleurs a fait le Conseil d'État, on n'est pas sur le droit pénal, sur le Conseil d'État, ce qu'a d'ailleurs fait le Conseil d'État dans son avis, il a égard à la dimension, à l'impact que vous allez avoir. Effectivement, vous avez 3 millions d'abonnés, vous incitez, vous poussez un tweet incitant à la haine, votre responsabilité va être plus grande que si vous avez 100 abonnés. Donc tu peux continuer.
Il y a une question de responsabilité. Il y a clairement une question de C'est un bon moyen pour responsabilité récupérer des followers. Il y a une responsabilité sociale. Ça marche. On continuera peut-être les questions autour d'un petit verre. On va vous offrir un petit verre pour clôturer cette soirée. Merci beaucoup à tous et puis, en espérant vous voir en 2020. Et n'oubliez pas de renouveler vos cotisations. Oui.